Comment j'arrive à tirer le maximum de valeur d'un bien immobilier? L'hôtellerie arrive à rémunérer un investisseur jusqu'à 10 à 15% par an. Lorsqu'on détient un hôtel, on détient certes des murs, mais on détient aussi un fonds de commerce. Je sais que de manière stable, j'ai 6% tous les trimestres. Le prix moyen d'une chambre d'hôtel a augmenté de près de 25% en seulement 2 ans. Le triplex avec vue sur la Tour Et en face de Eiffel. la Tour Eiffel, quoi. L'hôtellerie revient toujours dans les investissements des personnes les plus fortunées. Leur taux d'occupation qui est à 97%. Ils sont tous quasiment pleins tout le temps. « 30 millions à Madrid. Ouais. Et donc, il va devoir quitter son appart à Paris. Ouf. Tu le vois, le truc, Place Diana, là? J'ai vu des images de ce que ça représente. C'est incroyable. C'est triplex sur la Place Diana avec vue sur la Tour Eiffel. En face de la Tour Eiffel, quoi. En face de la Tour Eiffel. Mais je n'arrive pas, parce que moi, j'avais ma grand-mère, par hasard, qui habitait Place Diana. Je n'arrive pas à voir où est l'entrée de son truc. Ça pourrait être un investisseur intéressant. C'est ça. En hôtellerie. Mais en préparant l'épisode, on en discutait un petit peu avant. L'hôtellerie revient toujours dans les investissements des personnes les plus fortunées, des gens les plus riches. Bernard Arnault, Hôtel Cheval Blanc, à Courchevel à Paris. Alors là, on prend des extrêmes. Mais c'est souvent un peu... c'est même pas une danseuse, c'est souvent un peu une marotte des grandes fortunes à partir du moment où tu atteins plusieurs dizaines de millions d'euros et que tu as la possibilité d'acheter un hôtel. Je vois souvent l'hôtel comme destination, comme investissement. Toi, tu arrives à savoir pourquoi? En fait, l'hôtellerie, c'est une classe active de connaisseurs. C'est une classe active de connaisseurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fermé. Tu vois, tous les ans, il y a une conférence à Berlin de toutes les personnes qui travaillent sur l'investissement immobilier hôtelier. Ça représente 300 personnes et ils réalisent 98% de l'investissement immobilier en Europe fait en Europe par an. Okay. En fait, c'est un marché qui est extrêmement intéressant parce qu'il est basé notamment sur la notion d'exploitation. C'est-à-dire que tu as un bâtiment qui est l'hôtel, qui est une coquille, et puis à l'intérieur, toute la valeur qui va être celle de ton hôtel en entier vient de ton exploitation. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver une classe d'actifs immobilière, parce qu'on va considérer que c'est de l'immobilier, qui soit aussi performante que de l'hôtellerie. Ok, ça veut dire que quand tu gères un hôtel, quand tu exploites ton hôtel, j'imagine qu'il y a deux cas de figure. Soit tu peux détenir les murs, t'es propriétaire de ton hôtel, enfin des murs de ton hôtel, mais le plus souvent tu le loues. Une fois que tu as payé ton loyer, tu parlais de l'exploitation, tu es libre de faire tout ce que tu veux dedans. Et c'est ça qui permet de créer de la valeur. Exactement. Et même pour aller un petit peu plus loin, en général, l'exploitation hôtelière et l'investissement hôtelier séparent la propriété du mur et du fond, qui peuvent être soit détenus par la même personne, soit par deux acteurs différents. Et en fait, l'opérateur hôtelier, qui est généralement la marque, prenons l'exemple du groupe Accor, soit un contrat de gestion qui permet de gérer l'hôtel, et donc le propriétaire du fonds de commerce délègue la gestion à Accor, soit délègue juste la marque, à charge pour le propriétaire du fonds de le gérer et de créer énormément de valeur. Et ça permet, sur un chiffre d'affaires sur une base 100, d'aller à Paris, jusqu'à 40% de marge qui vont être partagés du coup entre le propriétaire du fonds et le propriétaire du mur sur le chiffre d'affaires annuel. Et donc là encore une classe active de connaisseurs, mais c'est aussi parce que l'hôtellerie est l'une des classes actives les plus intéressantes sur le marché en termes de valeur et permet en plus d'être assise sur le tourisme, qui est un tourisme à la fois loisir. Quand tu pars en week-end à Berlin, tu es un touriste loisir, mais également business. Et tu as énormément de grandes villes dans le monde, comme c'est le cas à Paris. Surtout à Paris, oui. Tu as 50% business, 50% loisir, donc une très belle résilience des performances et qui sont en croissance continue. L'hôtellerie a des performances qui sont en augmentation perpétuelle depuis 25 ans. Et si on se concentre sur ces dernières années, le prix moyen d'une chambre d'hôtel a été augmenté de près de 25% en seulement 2 ans. C'est combien le prix moyen d'une chambre d'hôtel à Paris? Alors à Paris, je dirais pour un hôtel 4 étoiles, tu vas être aux alentours des 150 €. Mais si on se concentre uniquement sur le marché français de manière générale, le prix moyen d'une chambre d'hôtel est de 80 € en 2023 et l'été de 65 €
en 2021. Donc tu vois l'énorme progression, en 2019, pardon. Oui. Donc en 2023, 80 €. 2019, donc en seulement 4 ans, on est passé de 65 € à 80 €, donc 30% d'augmentation. Et malgré le fait que tu aies quand même eu une pandémie mondiale qui a bloqué tous les voyages dans le monde entier. Oui, mais la pandémie finie, on a à nouveau nos 50 millions de touristes annuels qui débarquent, plus 15 millions cette année avec les Jeux Olympiques. Et ça, c'est quelque chose dont on peut profiter quand on sait investir dans l'hôtellerie. Alors, là, on part d'un constat qui est génial, c'est de se dire l'hôtellerie est une des catégories d'investissement en immobilier qui permet de générer, en plus de revenus locatifs des loyers, de la marge d'exploitation, parce que tu es libre de facturer comme tu veux ton petit-déj, ton spa, etc. et tout ce qu'il peut y avoir dans un hôtel. Mais il faut quand même qu'on arrive à reconstituer le chemin qui va nous permettre à moi, monsieur tout le monde, d'en profiter. Parce que quand on parle d'un hôtel, j'imagine quand même que il faut acheter les murs, ou en tout cas avoir ce fameux contrat dont tu parles. Ça représente du capital. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. C'est que ton ambition avec la société que tu as créée qui s'appelle Wally, qui est une plateforme, c'est justement de donner cette qualité de cash flow d'exploitation, c'est ce niveau de marge hôtelière, des marges dignes d'un hôtel, en permettant à des investisseurs particuliers comme moi ou comme tous ceux qui vont nous écouter, nous regarder, de financer des activités d'hôtellerie avec justement, et c'est ça qui me plaît beaucoup, ton expérience, et on va en reparler, qui permet de créer de la valeur. Créer de la valeur en immobilier, c'est très compliqué parce que généralement, quand on pense à un studio, un appartement, une résidence, une fois qu'il est loué, moi, je vois mal comment on peut faire de la croissance, je vois mal comment on peut repousser les murs, mais on peut créer de la valeur. Et ça va être un peu notre fil rouge aujourd'hui, comment, sur ces activités-là, on se garantit un revenu locatif, mais comment, en plus de ça, on va créer de la valeur. On va parler de ça. Avant tout, je pose un peu le décor. Aujourd'hui, je suis ravi d'être donc chez Wally. On est sur une péniche, sur les bords de la Seine, et on a de la chance parce que pour une fois, dans cet été qui peine à venir, on a quelques rayons de soleil. Merci Maxime de nous accueillir ici. Un plaisir de vous recevoir. On pourra compter le nombre de péniches qui vont passer, mais c'est très sympa. Ça change des salles de réunion, même si je suis toujours très content d'être invité chez mes invités. C'est le concept Premier Million. Alors donc bienvenue dans Premier Million. Tu connais, Maxime, l'objectif de mon projet. C'est très simple. Je pars avec un patrimoine et puis qui est réduit. Et mon but, c'est de faire une route qui va de 0 à 1 million. Je ne suis pas forcément pressé, mais je veux construire solidement, je veux diversifier. Et je t'interviewe aujourd'hui avec d'autant plus d'exigence que, je te l'ai dit hier, j'ai dépensé, j'ai crédité mon compte Wally d'investisseur avec mes premiers 1 000 €. Donc, il y a la pression là. Voilà, la pression est là. Je veux du rendement. Je veux commencer à pouvoir diversifier. Et le but, c'est que à la fin de cet épisode, soit je remette 1 000 €, mais c'est surtout que tous les gens qui nous écoutent puissent se dire, ok, j'ai une voie j'ai une piste, même plusieurs, pour investir avec des niveaux d'hôtellerie. Donc, je propose qu'on commence par ce qui, moi, m'a poussé à mettre 1 000 € hier, c'est que j'ai vu un projet sur Wally, plateforme très simple, accès à Internet, comme beaucoup de plateformes dont on parle ici. Un projet qui est à Annemasse. Annemasse, une ville que tout le monde ne connaît pas, mais qui est une ville frontalière à 1/4 d'heure, 20 minutes de Genève en transport. Pourquoi c'est une ville très intéressante, Annemasse, et pourquoi ça m'a parlé ? Déjà parce que Panthéon, pour qui je travaille, est à Lausanne, donc je connais bien la Suisse, Genève et les trajets frontaliers. Et parce qu'il y a énormément de Français qui habitent en France et travaillent à Genève. Ruse bien française d'avoir des revenus suisses et un mode de vie français, ce qui permet peut-être de gagner plus d'argent. Mais évidemment, le marché immobilier réagit. Comme il y a une demande très forte pour habiter à Annemasse, les loyers sont élevés. J'ai regardé la fiche descriptive du bien que tu proposais. 3 chambres en plein cœur d'Annemasse, à côté de la gare. Donc moi, ça me parle tout de suite. Si on peut rejoindre Genève facilement
en transport, et il y a même une place de parking dans l'appartement, moi je signe tout de suite. Et j'étais pas choqué de voir que c'était à peu près 90 mètres carrés. Absolument, ouais. 90 mètres carrés pour 3 000 euros ou un peu moins de 3 000 euros de loyer mensuel à Annemasse. Ça m'allait très bien. Quand on connaît le niveau des loyers à 5 km à Genève, qui sont plus pour un bien similaire de 5 ou 6 000 francs par mois, aucun problème. Et ce qui m'a fait réagir, c'est que je regardais la fiche, le document d'information clé que vous êtes obligé de mettre sur l'AMF pour informer tous les investisseurs. Et là, je vois revenu estimé par nuit, 55 euros. Je me suis dit, mais attends, il fait du locatif ou il fait de la nuitée là? Et c'est à toi de me dire. C'est une très bonne question et je te remercie pour ton intérêt pour ce projet qui est effectivement un projet très intéressant. Il illustre assez bien ce qu'on veut faire chez Wally. Au-delà de l'immobilier et de réfléchir en tant qu'un investisseur immobilier, je dirais, classique, qui est de dire qu'on achète un appartement pour le louer sur le long terme à un client, à un locataire, on va se demander, on va se poser la question suivante. Comment j'arrive à tirer le maximum de valeur d'un bien immobilier ? Je le fais en fonction de sa localisation, de sa clientèle potentielle. Et comme tu l'as dit, Annemasse est une zone extrêmement intéressante parce qu'elle est située à quelques minutes d'une des places financières majeures dans le monde. Et donc, il y a énormément de flux de voyageurs qui ont besoin de se loger à Genève et qui sont parfois rebutés aussi par le prix extrêmement élevé des nuits d'hôtel à Genève, pour en avoir fait l'expérience. Oui, parce que là, tu as parlé des 100, attends, je l'avais noté, 150 euros pour un 4 étoiles. Moi, je vais souvent à l'hôtel à côté de la gare Cornavin à Genève. Pour un hôtel de type 2-3 étoiles pension familiale, on est plus sur du 200-250 francs, avec un taux de change supérieur la nuit. C'est un concept. Mais moi, extrêmement cher. Je ne critiquerai jamais la Suisse. Et puis je ne critiquerai non plus jamais les hôteliers qui ont tout à fait raison de s'adapter à leurs demandes. Mais ça a comme conséquence que bon nombre de voyageurs, que ce soit d'ailleurs des pros ou des touristes qui souhaitent découvrir la Suisse, ont besoin d'autres solutions que celles qui sont offertes par l'hôtellerie genevoise. Et Annemasse est en train de développer une offre une offre de report qui permet du coup d'accueillir à la fois une clientèle loisir, mais surtout une clientèle business qui va venir travailler à Genève pour une semaine ou deux, ou même qui va venir s'installer professionnellement à Genève et qui va avoir besoin d'un endroit où vivre pendant cette petite période, ce petit laps de temps pendant lequel on n'a pas encore forcément ces trois fiches de paye et donc on ne peut pas non plus prendre un appartement classique. Et donc c'est développer une offre de para-hôtellerie courte et moyenne durée dans le centre-ville d'Annemasse pour accueillir une clientèle business. Ça marche extrêmement bien, il y a énormément de demandes et cet appartement qui est effectivement à l'origine un appartement familial, on l'a transformé en un produit para-hôtelier qui permet de commercialiser chacune des chambres à la nuitée auprès d'une clientèle business. Et ça nous permet d'avoir énormément de flexibilité en termes de commercialisation, des revenus supérieurs à de la localisation longue durée parce qu'on arrive à s'adapter à la demande et donc faire ce qu'on appelle en hôtellerie du yield management. Donc on fait varier le prix de l'offre en fonction de la demande et donc de maximiser nos revenus. Ok, yield management, comme tu l'as très bien dit, je le dis de manière un peu plus brute, c'est vraiment tu l'as dit, changer les prix en fonction du moment où il y a le plus de demandes. C'est comme pour les billets d'avion. Exactement. Tous les business où il y a beaucoup de demandes selon la saisonnalité font du yield management, c'est-à-dire il y a plus de gens qui viennent. Mon prix, il n'est pas fixe à l'année, c'est pas comme la baguette de pain. Okay. Et l'hôtellerie le fait depuis de très nombreuses années. Et en fait, nous, ce qu'on fait chez Wally, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus longuement, c'est qu'on adapte des savoir-faire professionnels dédiés à des investisseurs particuliers sur des classes actives qu'on maîtrise extrêmement bien. Et Annemasse est un exemple concret et parfait de ce qu'on veut amener chez Wally, à savoir du savoir-faire pro sur des actifs sur lesquels tout le monde peut investir à partir de quelques centaines d'euros. Oui, parce que si moi, j'ai beaucoup regardé Annemasse, Saint-Julien-le-Genevois ou certaines villes frontalières pour investir, de ce côté-là ou de l'autre côté plus au nord de Genève, dans l'Ain, pour ceux qui connaissent, le pays de Gex. Et à chaque fois, je regardais la rentabilité locative que je pourrais tirer en investissement résidentiel, c'est-à-dire avec un bail normal de locatif. Et je lâchais l'affaire parce que, à vue de nez, ma règle de 3 était
avait ce résultat qui était ça va pas compenser l'amortissement de mon emprunt bancaire, donc j'abandonne, c'est trop cher. Et c'est pour ça que je vois ce deal proposé sur Wally. Je vois que là-dessus, je peux obtenir du 6% de rentabilité locative, et qu'en plus, et c'est là où ça fait toute la différence, j'ai pas besoin d'emprunter d'argent. En fait, moi, j'apporte mon capital, vous chargez du reste. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ce reste-là et de ce fameux savoir-faire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'acheter mieux, de louer mieux, et à la fin, que moi, en tant qu'actionnaire, enfin qu'investisseur, je gagne mieux? Écoute, je vais te répondre de manière extrêmement directe, parce qu'en fait, investir dans l'immobilier, comme investir en bourse, c'est un métier. Et ça a été nôtre pendant 10 ans. On l'a fait au service de clients professionnels à Londres, à Paris, avec mon associé. Et on a été marqué par le même constat que toi, à savoir qu'on travaillait au service de clients professionnels à qui on permettait de faire de très belles rentabilités de parfois 20% par an sur des actifs situés partout en Europe. Mais quand il était question d'investir notre argent à nous dans l'immobilier, on était confronté à ton problème, c'est que investir seul sur une opportunité immobilière, c'est extrêmement risqué parce qu'on met quelque part tous ses œufs dans le même panier. Il y a d'autres façons d'investir en immobilier comme des SCPI, mais qui n'étaient pas non plus satisfaisantes parce que j'aime bien savoir où j'investis, et le principe de la SCPI qui est de dire qu'on investit sur plein d'actifs différents ne convenait pas à ma stratégie d'investissement. Et donc j'étais bloqué par le fait que je n'arrivais pas à trouver de solutions qui répondent à la qualité de ce que je faisais pour mes propres clients. Et donc on a décidé de lancer Wally pour justement permettre de réconcilier des moyens que sont ceux de la totalité des investissements que je connais. Certains peuvent mettre 100 €, d'autres peuvent mettre 10 000, mais tous ont le même sujet, à savoir l'impossibilité d'investir et de regarder clairement un marché qui est finalement extrêmement opaque. Et donc on a décidé justement de créer Wally pour permettre d'apporter une solution entièrement clé en main sur de l'investissement en club deal, donc des clubs d'investisseurs qui réunissent le montant nécessaire ensemble pour pouvoir investir sur un actif qualitatif, et on le fait sur des actifs qu'on maîtrise, qui sont donc notamment liés à l'exploitation hôtelière. C'est un projet qu'on a monté avec mon associé sur ces 2 dernières années, et aujourd'hui on a la chance d'avoir près de 5000 clients et de pouvoir travailler sur de très belles classes d'actifs. Le schéma, il est simple. On identifie une opportunité qui nous est apportée par un réseau de sourcing, donc un réseau d'apporteurs d'affaires. Réseau que vous avez, j'imagine, bâti et que vous pouvez utiliser fort de vos 10 années d'expérience, 20 ans combinés tous les deux en hôtellerie. Exactement. Que vous n'allez pas chercher sur se loger, quoi. Non, absolument pas. Et Oui. je vais même aller plus loin, en fait. Si je te faisais la liste des gens auprès de qui l'on trouve des deals, tu sourirais, notamment parce qu'il y a très très peu de monde. Okay. En fait, le principe là encore d'intervenir en immobilier professionnel, c'est de pouvoir travailler avec un nombre très limité de partenaires, mais qui sont des gens extrêmement sérieux et auprès desquels on trouve énormément d'opportunités de qualité. C'est quel genre, alors sans donner de nom, mais c'est quel genre de profil tes apporteurs d'affaires? Ce sont si on prend l'exemple d'Annemasse, des marchands de biens locaux qui sont triés sur le volet et qui connaissent notre façon de travailler, qui connaissent évidemment nos objectifs de rentabilité et qui adaptent leur propre activité de marchand en fonction de nos objectifs. Et ça nous permet d'avoir du coup des opportunités qui nous arrivent de manière extrêmement régulière et qui sont très qualitatives. Et qui sont complètement off-market, parce que par définition, le marchand de biens est celui qui achète et qui vend des biens. Alors il fait des opérations parfois aussi de revente à la découpe. Bon, là, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est vrai qu'ils sont redoutables dans les semaines, voire les mois d'avance qu'ils ont sur le marché pour chaque localisation donnée. En revanche, c'est intéressant ce que tu dis, c'est des marchands de biens en local. Le marchand de biens qui est à Annemasse, c'est pas celui qui va te trouver une opportunité à Rennes. Absolument. Okay. Donc ça, évidemment, c'est, j'imagine, un réseau que tu mets du temps à construire. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est à la fois qu'il y a les attributs et les intérêts quand tu dis club deal, c'est-à-dire d'un groupe, je vais dire, privilégié ou favorisé d'investisseurs,
mais dans lequel je peux faire partie, dont je peux faire partie parce que je me suis inscrit sur Wally. Après, j'imagine que sur une opportunité, à un moment quand le financement est bouclé, tout le monde ne peut pas rentrer. Donc c'est là où il faut être absolument, rapide. Il faut être assez réactif. Ouais. Ok, non mais c'est bien parce que en fait, c'est un des principes de Premier Million et ça a été répété par plusieurs investisseurs différents. Si à un moment tu n'es pas dans une situation un peu d'inconfort ou d'urgence, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité. Le rendement se trouve souvent là où il faut aller avant les autres ou alors où les autres ne veulent pas aller. Donc moi ça me va très bien parce qu'il n'y a pas qu'une opportunité en permanence. Tu me parleras, j'espère, des autres opportunités à venir sur Wally. Donc il y a ce côté club deal exclusif. Je fais partie de ces gens qui peuvent investir dans cette affaire d'hôtellerie. Mais par rapport au fonds d'investissement avec des belles boiseries et des beaux tapis du 8e arrondissement, j'ai pas besoin d'arriver avec 200 000 euros. Absolument. Et surtout, de montrer patte blanche. Et j'ai pas besoin d'attendre 5 ans ou 7 ans. Pour l'immobilier, c'est souvent 7 ans, le débouclage d'un fonds. Alors, j'aurais dû commencer par là, mais quand je me suis inscrit sur Wally, j'ai cliqué sur une case, j'ai trouvé ça très transparent et c'est normal. J'ai conscience du risque d'illiquidité de mes jetons ou de mes actions Wally sur la plateforme. Je le dis peut-être pas bien, mais si, voilà, j'ai mis mes 1000 euros. Demain, j'investis mes 1000 euros dans Annemasse. Je fais cette supposition parce que je ne doute pas que la qualité de gestion et de création de valeur est au rendez-vous. Dans 6 mois, j'ai besoin de récupérer mon pognon pour faire autre chose avec. C'est possible ou c'est comme dans un fonds du 8e arrondissement, on va dire bah non, monsieur Baron, il faut attendre le débouclage du fonds. Voyons, vous avez signé là et là. Alors, c'est effectivement plus simple. Il y a un principe clair, c'est que lorsqu'un client investit chez nous, il achète des titres financiers, il achète des obligations, mais je sais qu'on va y revenir après. Ouais. Le principe, et l'un des principes de base d'un titre financier, c'est qu'il est librement cessible. C'est-à-dire que ce soit nous ou n'importe qui, personne ne peut limiter la capacité d'un investisseur à vendre ses titres à quelqu'un d'autre. Et donc, si dans 6 mois, tu as besoin de récupérer ton argent, tu peux vendre à qui tu veux tes titres, au prix que tu souhaites, et du coup retrouver ton cash en vendant ton investissement à quelqu'un d'autre. Ce qui est par contre important de noter, et c'est pour ça qu'on précise qu'il y a un risque d'illiquidité potentiel sur notre titre, c'est que nous, d'un point de vue réglementaire, nous n'avons pas le droit d'organiser cette relation de vente entre un premier investisseur et un second qui viendrait le remplacer. C'est une contrainte réglementaire qui permet justement de protéger les places de marché dans lesquelles s'échangent des titres financiers. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir mettre en place l'équivalent de ce qu'est le CAC 40 pour... Non, mais c'est pas toi qui organise la liquidité du... tu peux pas faire l'animation et la liquidité de ta place de marché parce que tu peux pas être à la fois juge et partie. Donc, ce qui veut dire que si je veux vendre mes jetons sur un projet, mes jetons, j'appelle ça des jetons, mais mes parts d'un projet immobilier, mes titres, tu l'as dit, c'est financier. Évidemment, j'ai la possibilité de le faire légalement puisque les titres, tu l'as dit, sont cessibles. Il faut que j'ai un acheteur en face. Absolument. Par rapport à une... tu as parlé des SCPI. Il y a des SCPI un peu sur l'hôtellerie. Je ne suis pas fan des SCPI parce que je trouve que c'est comme l'assurance vie. C'est beaucoup d'intermédiaires à payer, beaucoup de commissions un peu dans tous les sens. Alors que là, j'ai quand même la possibilité d'être en direct via Wally, mais au moins je n'ai qu'un intermédiaire et je l'identifie bien, il se trouve en face de moi. En termes de liquidité, SCPI, tu dis que tu veux vendre tes parts, c'est entre 1 semaine et 2 mois, dans le meilleur des cas. Sur Wally, tu as une idée C'est difficile à estimer, mais c'est vrai que tu prends l'exemple de la liquidité qui est parfois problématique pour les SCPI, c'est notamment lié au fait que tu n'es pas sûr de pouvoir sortir. Une SCPI, potentiellement, tu détiens un titre et la SCPI n'a pas prévu de déboucler son fonds rapidement et donc de te permettre de sortir. Et donc, effectivement, tu vas attendre 7 ans pour amortir tous les frais qui sont couverts par la SCPI. Et d'avoir un avantage fiscal intéressant. Et d'avoir l'avantage SCPI fiscal qui te fait matraquer la tronche. Exactement. Et donc, tu vas devoir espérer que quelqu'un l'achète parce que sinon, tu n'as pas de solution de repli. Nous, dans notre cas, là encore, nos deals ont une durée finie, qui est aussi entre 5 ans, plus ou moins 1 an en fonction de notre stratégie de sortie, de vente de l'actif immobilier. Et à l'issue de cette durée-là,
ton argent t'est rendu et on intègre évidemment la plus-value nette qu'on a réalisée, une très grosse partie de la plus-value nette qu'on va réaliser lors de la vente de l'actif. Ok, alors je voudrais qu'on revienne sur 3 points. Plus-value nette, rendement et liquidité. Alors sur la liquidité, c'est le premier point et ça va aller assez vite. Ce que je comprends, c'est que en atomisant le prix départ donc des titres à 100 € le titre, évidemment on peut en acheter un comme on peut en acheter 100, tu organises en fait en atomisant la liquidité dans le sens où pour pas mal de SCPI où les premiers titres sont accessibles à partir de 2000 €, 1000 ou 2000 €, là tu peux céder une partie en fait et en garder une autre. C'est-à-dire je vends pour 500 €, je garde pour 500 €. Exactement. C'est plus simple que de vendre un bloc à 1000. Ça je le comprends, c'est arithmétique. Donc tu résous en partie mon problème de liquidité et c'est bien. Deuxième chose, et on va le traiter de 2 manières différentes. Tu as parlé de titres financiers, donc d'obligations. Une obligation, je pense qu'on sait ce que c'est quand on écoute ce podcast, mais je le rappelle, c'est un titre par lequel un investisseur prête de l'argent à un émetteur, à celui qui émet l'emprunt, et donc contre lequel on reçoit une rémunération, donc généralement on appelle ça un coupon, et dont la valeur peut varier quand elle est cotée en bourse, mais le plus souvent, elle ne varie pas énormément, enfin ça dépend aussi des taux d'intérêt, mais globalement le fonctionnement est très simple. C'est vous la banque, vous prêtez à tel horizon et ça vous rapporte tant de % par an. Là tu me dis, l'argent est rendu et on intègre la plus-value nette. Donc je suis en face d'une personne qui me dit, je te prête de l'argent, ça te rapporte du rendement et à la fin, tu as un petit bonus. Enfin, je dis un petit bonus. Tu as un bonus sur ce prêt que tu as fait. Et c'est là où ça m'intéresse. Parce que généralement, la plus-value, c'est quand tu fais du capital. Donc, le club deal, private debt, private equity, là, il m'intéresse. Comment tu organises cette plus-value? Comment elle est tu la mesures? Comment elle est distribuée? Je veux tout savoir. En fait c'est extrêmement simple. On a construit un produit qui permette de répondre à l'enjeu qu'on avait identifié et ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, c'était permettre à tout le monde de pouvoir investir comme des professionnels à partir de montants extrêmement faibles. Notre titre financier, la valeur unitaire de notre titre était 10 €. Tu es obligé d'en acheter 10 si tu veux investir sur une opportunité. Donc un montant de 100 € minimum, mais qui reste extrêmement faible. Et lorsque tu investis en immobilier, tu as droit à la fois au cash flow qui est généré, au cash flow net qui est généré par ton actif, et à la plus-value potentielle. C'est ça l'investissement immobilier. Bien sûr. Et pour l'avoir fait pour des professionnels, on n'envisageait pas qu'on puisse avoir le dissocier l'un ou l'autre, ou n'avoir que l'un ou l'autre. Et donc on a décidé, avec nos obligations, de designer un contrat obligataire, évidemment avec l'accord des autorités compétentes, de designer notre contrat obligataire pour justement lui permettre d'intégrer ces 2 éléments. En pratique, c'est très simple. Comme tu l'as dit, notre obligation, elle a un coupon. Ce coupon, ça correspond à un intérêt. Sur Annemasse, 6%. Sur Annemasse, le coupon qu'on projette est effectivement de 6%. Et ce 6%, il correspond à un montant d'argent. Ce montant d'argent, c'est un revenu net. Et ce revenu net, il correspond à un chiffre d'affaires qui est réalisé par l'exploitation de ce bien immobilier. Et il est réduit de charges d'exploitation, dans lequel tu intègres ta fiscalité, tes charges d'exploitation, ton gestionnaire courant, le ménage, la totalité de tes charges. Et ce revenu net, ramené à la valeur de l'appartement, correspond à un rendement net qui est versé à nos clients sur une base trimestrielle, et c'est ce fameux 6%. Donc si moi j'ai mis mes 1000 €, on fait la division, 60 par an, 15 par trimestre. Exactement. J'ai 15 € par trimestre. Je suis pas encore au million, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Après, j'ai mis que 1000 €. Et on reviendra sur... alors, tu veux nous parler de la plus-value, mais là, on est sur du para-hôtelier. Absolument. Donc 6%. Et tu me disais que les rendements varient selon les projets. C'est normal, puisque tu as des couples rendement-risque qui s'ajustent à la situation. On parlera ensuite des projets d'hôtellerie qui peuvent, eux, générer plus, tu me disais, entre 10 et 15%. Revenons, alors on a parlé du coupon, donc sur un horizon... d'ailleurs, horizon d'Annemasse, c'est autant que je veux, ou il y a un moment où ça s'arrête sur l'obligation? Généralement, une obligation, elle a une échéance. Absolument. L'échéance de l'obligation correspond à la durée du deal. Et la durée du deal correspond au temps qu'il nous faut pour tirer un maximum de valeur. Notre durée cible, c'est 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'elle correspond, lorsqu'on est investisseur professionnel, à un cycle classique d'investissement.
j'achète et je vais avoir besoin de 2 à 3 ans pour tirer un maximum de performance. Améliorer la performance du bien. Comment on fait pour améliorer la performance dans les 2-3 premières années? Eh bien, typiquement, tu vas challenger l'opérateur. Tu vas challenger le gestionnaire pour savoir si il met correctement en avant ton bien vis-à-vis des potentiels clients. Tu vas vraiment rentrer dans le détail. Tu vas regarder ce qu'on appelle le business plan. C'est-à-dire que tu vas regarder le chiffre d'affaires qu'il compte faire, comment il gère ses charges. Tu vas l'interroger sur la totalité des postes de dépenses. Et donc, tu vas essayer de maximiser ton revenu net. D'accord, donc tu vas voir Accor ou le franchisé qui s'occupe de ton et tu vas lui demander des comptes. Et tu lui demandes des comptes parce que en fait c'est lui qui exploite ta marque, il exploite ton bien et tu es en droit de maximiser ça. Il faut le faire. Et alors là-dessus, moi il y a quelque chose qui me gêne, mais c'est très personnellement, je suis toujours assez mal à l'aise avec les fonds d'investissement. Alors là on n'est pas dans le cadre d'un fonds d'investissement, qui achètent une boîte et qui imposent leurs règles en disant bon, maintenant qu'on a mis le capital, vous faites comme ça. Je trouve que c'est trop facile d'arriver parce qu'on a du pognon et de dire maintenant on fait comme ça. Et c'est pour ça que je suis pas fan de tous les deals de private equity. En revanche, j'aime beaucoup les fonds qui font du retournement, du capital développement, ce que moi j'appelle de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre argent, mais on arrive aussi avec notre réseau, nos compétences, etc. Donc moi, ce qui me rassure, mais ne le dis pas pour me rassurer si c'est pas vrai, c'est que vous arriviez en disant ok, en ce moment vous gérez comme ça. Nous, par le passé, on a fait dans ce que j'ai vu dans tes expériences différentes, donc chez Jones Lang LaSalle ou les autres, Brookfield, etc. On travaillait comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de... Enfin, c'est quoi la relation d'agence que vous avez pour faire progresser les revenus? Je te prends l'exemple du dernier deal qu'on a fait, qui est un deal qui est situé à Rouen. Pareil, c'est de la para-hôtellerie. C'est un petit appartement qui est situé en ultra centre-ville historique de Rouen et qui faisait, opérationnellement parlant, en rendement à peu près 5,5%. On pensait que cet actif pouvait plutôt générer 7% de rendement. Et pour passer de 5,5% à 7%, ça voulait dire forcément une augmentation des performances. Et pourquoi on pensait qu'il y avait une augmentation potentielle aussi grande? C'est qu'on s'est rendu compte que l'appartement était commercialisé uniquement à une clientèle française. Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'y avait pas le Wi-Fi dans l'appartement. Ce qui fait que toute la clientèle étrangère qui venait visiter notamment toute la Normandie, les plages du débarquement, et qui faisait de Rouen une étape essentielle entre cette Normandie et Paris, parce que Rouen est à quelques dizaines de minutes de train de Paris, ne sélectionnait dans ses critères de recherche sur les plateformes Airbnb, Booking, uniquement des apparts avec Wi-Fi pour pouvoir se connecter en arrivant chez eux. Et donc cet appartement ne sortait jamais dans les listings de clientèle étrangère. Ça tient à ça, quoi, ce genre de détails. Ce genre de détails fait que tu vas pouvoir récupérer une clientèle qui a un très gros pouvoir d'achat, qui est là pour des vacances et qui va avoir évidemment plus de budget qu'une clientèle française qui va passer 2 jours à Rouen. Et ça tient à ce type de détails-là. La première personne avec qui j'ai travaillé en hôtellerie, et ça remonte à 10 ans, m'avait dit « Il faut que tu vois un hôtel comme un site d'exploitation. Tu vends un produit et tu dois le vendre à des clients. Et quand tu vois un hôtel, il faut que tu te dises est-ce que cet hôtel est adapté à la clientèle qui peut faire que mon chiffre d'affaires va être maximisé ?» Et c'est exactement ce qu'on fait. Mais tu vois, typiquement, lorsqu'on a défini lorsqu'on a identifié ces 2 problèmes-là, pas de livret d'accueil en anglais, uniquement du français et pas de Wi-Fi, on a été voir les conciergeries qui sont situées à Rouen et on a été les interroger. On leur a dit est-ce que vous pensez pouvoir créer une performance supérieure maintenant qu'on met en place ces 2 améliorations? Et c'est eux qui nous ont fait leur retour et qui ont estimé qu'on était en mesure de pouvoir réaliser cette performance prévisionnelle. Ok, donc c'est un échange, gagnant-gagnant. C'est un échange vertueux, c'est-à-dire que vous avez vos idées de par votre expérience, et c'est des bonnes idées. Là, on parle de petits détails et des choses plus profondes, j'imagine. Et puis, il y a aussi, et c'est là où pour moi c'est vertueux, le fait de jouer avec l'acteur local qui, certes, n'est pas encore... lui, il s'était pas tourné à l'international, mais il connaît très bien le tissu local. Donc, il sait réagir, il sait quoi faire. Et j'en profite pour faire une parenthèse sur Rouen. Très bon marché sur la location courte durée. Et il y a des très beaux hôtels là-bas. J'avais fait des deals d'hôtellerie. Comment ça s'appelait? J'ai oublié le nom. Borterould. Ouais. Un 4 étoiles vendu au groupe SLIH.
Oui, qu'il a ensuite revendu il y a une petite dizaine d'années à la Foncière des Régions. Foncière des Régions, Covivio Hôtel. Eh bien, c'est moi qui l'ai racheté à ce moment-là. C'est moi. J'étais côté conseil de Covivio Hôtel. Ok. Alors, on est parti à Rouen. Moi, je suis complètement parti. Oui, on était en train de voir comment on pouvait... quelles étaient les pistes, justement, pour créer de la valeur. Entre un investissement lambda, j'achète en Pinel et je suis condamné à une niche fiscale et c'est d'une tristesse infinie. Ou bien j'achète un titre financier dans l'immobilier, parce que finalement je détiens un titre, ou je détiens un acte de vente, mais quand je fais de l'investissement locatif, je ne suis pas dans le bien. Et là, j'ai la possibilité de créer de la valeur. Donc, on peut travailler avec l'opérateur. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'on peut envisager ? Parce que ça, pour moi, c'est la base. Évidemment, mettre du Wi-Fi, avoir un accueil international pour les touristes en 2024. Bravo d'y avoir pensé. C'est quoi les marqueurs très appréciés et des indicateurs qui permettent de vérifier qu'il y a une bonne expérience en hôtellerie qui, justement, justifie d'augmenter les prix et de créer de la valeur ? Effectivement, on prend cet exemple de Rouen, mais il y a énormément de critères qui peuvent être améliorés lorsqu'on voit un actif. En fait, lorsqu'on identifie une opportunité, on va faire des études extrêmement poussées sur les différents composantes de la valeur qu'on peut créer. On va évidemment regarder ce qui peut être recherché par la demande, donc la clientèle. On va également vérifier que l'appartement en tant que tel répond à tous les critères qu'on peut attendre en tant que client. Et donc ça, c'est ce qu'on va vraiment faire au niveau opérationnel. Et puis ensuite, et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué pour des particuliers de les mettre en place, c'est qu'on va mettre différentes strates de création de valeur, mais qui sont davantage liées à la gestion financière de l'actif. Et ensuite, la gestion du portefeuille dans lequel l'actif est intégré, parce que tu as énormément d'économies et d'optimisation à faire lorsque tu exploites non pas un actif seul, ce qui pourrait être le cas par exemple d'un investisseur particulier qui souhaiterait acheter un actif à Rouen par exemple, mais quand tu t'appelles Wally et que tu as vocation à détenir plusieurs dizaines d'appartements exploités de la même manière, donc en para-hôtellerie, en location courte durée dans des grandes villes françaises, tu peux mettre en place des schémas d'optimisation financière, d'optimisation de charges, qui vont permettre de créer énormément de valeur à l'échelle de chacun de nos investisseurs. On revient sur ce que tu disais, investir dans des hôtels, c'est vraiment un métier. Déjà, faire de l'investissement, c'est un métier. J'en sais quelque chose, mais là-dessus, c'est assez spécifique. Tu disais qu'il y avait des optimisations dans la gestion financière. Tu penses à quoi, par exemple ? Par exemple, c'est négocier des contrats cadres sur tous les contrats classiques que tu peux avoir lorsque tu dois détenir de l'immobilier. Donc, par exemple, assurance, des éléments d'optimisation de comptabilité et de frais de comptabilité, des frais de gestion financière du véhicule qui va détenir l'immobilier. Et puis ensuite, également en termes de valorisation, parce que, et là encore, c'est une technique éprouvée dans le monde de l'investissement professionnel, mais un actif isolé a toujours moins de valeur qu'un portefeuille. Parce que tu dilues ton risque et tu es en mesure de proposer un produit financier pour un investisseur professionnel qui va ensuite l'acheter. Et donc, on est en mesure de pouvoir justement créer également de la valeur financière grâce à la manière dont il est détenu chez nous. Ok, ça pour le coup, j'ai tout à fait conscience, pour l'avoir fait de manière professionnelle, peut-être pas à ton niveau, parce que j'étais plutôt conseil banque d'affaires, mais que c'est pas du tout à la portée des particuliers. Mais c'est pas grave, et c'est normal. Finalement, chacun son boulot. Moi, je sais pas être soudeur chez Areva sur des centrales nucléaires, et c'est pas grave, je suis très content. Mais c'est important ce que tu dis, et je pense que c'est un message fort à faire passer aujourd'hui, c'est que l'immobilier est probablement l'une des classes d'actifs qui passionne le plus les Français. Bien sûr. 85% des Français veulent faire de l'immobilier et il y en a moins de 15% qui le font. Exactement. Parce qu'il y a des barrières limitantes. Pour moi, il y a des barrières réelles, comme celle que tu viens de dire. Mettre en place des contrats cadres sur la gestion d'un portefeuille, savoir optimiser la détention de plusieurs actifs
Déjà, détenir plusieurs actifs, on ne peut pas le faire quand on est particulier, c'est compliqué déjà, donc imagine plusieurs. Ça, c'est un boulot d'investisseur pro. Donc, ça, pour moi, c'est des vraies barrières. Ensuite, il y a les barrières plus limitantes qu'on peut se mettre en se disant « Ah, c'est compliqué, gérer des locataires, gérer un notaire, gérer un emprunt bancaire. » Et ça dépend de chacun, c'est purement subjectif. Mon but, moi, justement, avec Premier Million, c'est de dire « Je vais essayer d'étudier toutes les pistes pour diversifier l'investissement. » Alors, pas que immobilier, aujourd'hui on parle d'immobilier, mais pour se dire, finalement, entre investir, apporter, je sais pas, 10 ou 20 000 euros dans un projet d'investissement locatif sur lequel tu vas mettre du levier et qui va te permettre peut-être de faire une opération jusqu'à 200 000 euros, qui va te prendre du temps, qui va te prendre de l'argent, qui va te prendre des impôts, qui va te prendre un peu la tête, parce qu'il faut parfois trouver des locataires renouvelés, gérer des problèmes, etc. Alors on peut le voir du côté des problèmes, pour avoir un espoir qui n'est pas toujours garanti d'un revenu locatif qui couvre ton emprunt bancaire, parce que l'époque des emprunts à 1% sur 25 ans, c'était vrai il y a encore 3 ans, on n'y est plus, ou bien pour les 10 000 euros, finalement, ou mes 20 000 euros, je pourrais les répartir dans plusieurs projets immobiliers. Et au lieu de me poser la question de combien je vais avoir à la fin du mois pour rembourser mon prêt, là, je sais que trimestriellement, Wally va me verser 6% sur du para-hôtelier. Et c'est là où ça me permet d'enchaîner en fait sur le point d'après. 6% c'est bien. Ok. En plus, c'est clair parce que 6% pour le traitement des impôts d'un titre financier, je sais que ça va être la flat tax, donc 30%. Là où sur un revenu foncier d'une SCI ou d'un bien détenu directement, c'est déjà plus compliqué. Et alors, je ne parle pas d'une SCPI où le matraquage prend, à mon avis, est une bonne définition. Donc 6% c'est bien. Maintenant, si on veut monter un peu, là tu as parlé de para-hôtellerie, est-ce qu'il va y avoir sur Wally des opérations où on peut attendre un peu plus que 6%? Parce que tu as parlé de la plus-value, ça c'est cool, on peut l'espérer à terme à 5 ans. Moi, je t'ai dit, sur la route de Premier Million, j'ai ma petite calculette en tête, 6%, il me faut à peu près 12-13 ans pour faire x2, alors qu'avec 10-15%, en 5-6 ans, 6-7 ans, c'est fait. Donc comment on peut viser sur quels actifs on va pouvoir viser 10-15% de rendement? Sur 10-15% de rendement, effectivement, on va être sur des produits véritablement hôteliers, donc des actifs qui sont exploités en hôtellerie classique, avec une notion de risque effectivement qui est plus importante, et tu as raison de le dire. La hauteur du risque est aussi corrélée à la hauteur du rendement. Pourquoi de l'hôtellerie arrive à rémunérer un investisseur jusqu'à 10 à 15% par an? C'est aussi parce que le risque n'est plus seulement un risque immobilier, mais aussi un risque d'exploitation. Lorsqu'on détient un hôtel, on détient certes des murs, mais on détient aussi un fonds de commerce. Et dans ce fonds de commerce, il y a des charges courantes d'exploitation, il y a du personnel, il y a beaucoup d'éléments et de composantes à prendre en compte et qui donc augmentent le risque parce qu'il y a beaucoup plus de choses à savoir gérer. Et donc, mécaniquement, ton rendement est plus élevé. Là encore, de la même manière que sur de la location courte durée, on va prendre des opérateurs locaux qui sont des conciergeries locales professionnelles pour s'occuper de la gestion des actifs, on va le faire aussi sur l'hôtellerie. On va travailler avec des opérateurs dont le métier est justement, pour des propriétaires d'hôtels, d'exploiter au quotidien un actif et qui s'occupe de la totalité de la gestion, que ce soit la gestion du personnel, la gestion de la commercialisation et de l'ensemble des charges. Et on va donc trier ces actifs en fonction de leur capacité à pouvoir générer du rendement avec du coup des opérateurs de très grande qualité. Ok, je vois ce que tu veux dire, plus de risques. Et alors, je suis peut-être naïf, mais je me dis, oui, sur le papier, il y a plus de risques. Parce que quand tu fais de l'hôtellerie pure, pas juste de la para-hôtellerie, donc tu es responsable de l'exploitation, tu viens de le dire, responsable du paiement de tes charges, de ton électricité, de tes charges de personnel, de l'URSSAF, etc. Le risque existe, il est plus grand, tu es responsable de ça. Pour moi, si je le regarde très simplement, c'est bon. Ton risque. J'ai été restaurateur, donc je sais ce que c'est que la fréquentation en CHR, en café, hôtellerie, restaurant. C'est quand les gens viennent pas. Et je me dis, bon, c'est quoi la démonstration par l'absurde que les gens viennent pas dans un hôtel? T'en as parlé tout à l'heure, le seul moment où les gens sont plus allés à l'hôtel, c'était pendant le Covid.
Et je vais te dire, au final, ce Covid, ça a fait peur à beaucoup de monde dans l'hôtellerie parce qu'on sait. Alors d'abord parce que ça a été évidemment très dur, hein, une période pendant laquelle les hôtels étaient fermés. Heureusement, les professionnels ont pu être accompagnés pour passer ce cap très compliqué et ne pas avoir tout le secteur qui soit en faillite. Mais ce qui a été très marquant, ce qui a surpris tout le marché, je parle des professionnels de l'hôtellerie, c'est que à peine les hôtels avaient rouvert, que les performances qui ont été observées ont été les meilleures que l'hôtellerie française n'a jamais connues. Et c'était déjà quelque chose d'impressionnant parce que 2019, donc l'année juste avant le Covid, était la meilleure année de l'histoire de l'hôtellerie. Donc tout le monde se disait la meilleure année de l'histoire du tourisme, hein, 4,3 milliards de passagers transportés. Merci pour le bilan carbone au passage. Et on s'attendait à ce que ce soit, à ce que si tu veux, les performances commencent, l'augmentation des performances se stabilise. Eh bien, pas du tout. Comme je te le disais, 2019, 65 € de prix moyen dans les hôtels en France. 2023, 80 €. Et ça va continuer à augmenter. Alors certes, avec évidemment les Jeux Olympiques, qui devrait faire que l'année 2024 va être une année exceptionnelle pour le tourisme en France. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que 2025 aura des performances bien au-delà des 80 € de 2023, parce que c'est un secteur qui est structurellement en croissance continue. Oui, et là, ce que je me dis sur tous les candidats à l'investissement, justement, sur ce genre de projet hôtelier, Wally ou location courte durée, faites-le vous-même si ça vous chante, et évidemment. C'est que tu as parlé des JO. Pour moi, c'est une vitrine d'un mois, les JO et les Jeux paralympiques, pour qu'on voit à la télé à quel point Paris et la France, c'est magnifique. Et là, je suis extrêmement objectif, évidemment. Mais bon, ça va faire une très très belle vitrine. Seulement, moi, je me mets dans les pompes de quelqu'un qui habite, j'en sais rien, à Hong Kong, à Johannesburg ou à Mexico. C'est quand même pas au moment des JO où le prix des vols et le prix des hôtels va être le plus élevé que je vais aller à Paris. Je vais voir à quel point c'est beau, et puis je vais aller en septembre, en octobre, ou même en mai 2025. Donc pour moi, l'opportunité, elle est à la longue traîne. Le catalyseur, l'ignition, la mise à feu, c'est les JO. Et ensuite, je pense qu'on a un feu d'artifice on sait que Paris et la France, Paris est la ville la plus visitée du monde et que la France est une des premières destinations. On va bien le savoir à nouveau. Donc ça pour le coup, ça m'intéresse de pouvoir investir dans des projets hôtellerie dont je comprends qu'ils pourront me rapporter un rendement plus élevé trimestriellement. Est-ce que on peut parler de ce que tu me disais en off, de ce projet à venir à Bordeaux ? Oui, absolument. Eh ben, comme je te le disais, on a la chance de travailler avec des marchands de biens qui nous offrent des opportunités exceptionnelles de travailler sur de très beaux actifs. Et on va avoir la possibilité de proposer à notre communauté d'investisseurs 2 deals à Bordeaux, un troisième qui interviendra sur le dernier trimestre 2024. Ce sont des actifs qui sont des actifs commerciaux, donc ce sont des surfaces commerciales qui sont situées à l'entresol d'un bâtiment bordelais classique en ultra centre-ville de la ville, juste derrière l'hôtel de ville. Et donc ce sont 2 espaces commerciaux qui sont exploités en location courte durée par des professionnels, avec une destination du bâtiment et du lot en question qui est une destination hôtelière et qui permet du coup une exploitation sereine en location courte durée et des rendements qui sont extrêmement élevés sur un marché qui est très dynamique. La réglementation, et en tout cas le durcissement de la réglementation liée à l'exploitation courte durée par des particuliers, les fameuses réglementations Airbnb, ont eu pour effet de limiter de manière importante le nombre de lots disponibles pour les touristes dans des grandes villes françaises. Et ça a fait que l'hôtellerie professionnelle et les capacités hôtelières ou para-hôtelières professionnelles ont considérablement augmenté en termes de valeur. Et on observe sur des petites surfaces, donc des appartements exploités en location courte durée dans le centre de Bordeaux, des augmentations à 2 chiffres, en l'occurrence sur l'année en cours, donc de juin 2023 à mai 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. On a des performances qui ont augmenté de près de 30% sur la ville de Bordeaux. Okay, donc en ayant cette possibilité d'exploiter des locaux commerciaux avec un statut d'hôtelier, tu contournes la limitation Airbnb de 120 jours, ou je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est ça, et tu peux exploiter
comme un hôtelier des surfaces. Ça, c'est très malin parce que, évidemment, il y a plusieurs techniques. Ceux qui le font à titre individuel et qui faisaient du Airbnb, aujourd'hui se posent la question, je t'en parlais, de faire du buy mobilité. On a reçu d'ailleurs Thierry Vignal sur ce podcast qui parle de son prochain projet de faire des chambres de bonne, des chambres d'hôtel. Donc il y a cette possibilité de contourner la fameuse loi Allure, en faisant de la location entre 1 mois et 12 mois. Là, on reste justement sur le marché le plus rentable, puisqu'on peut faire au maximum 365 nuitées, mais les multiplier par un revenu moyen bien plus élevé que le loyer qu'on aurait en résidentiel normal, et le faire à Bordeaux. Tu me disais deux deals différents, et avec des niveaux de rendement qu'on estime à 7% aujourd'hui. Ok, ça c'est du para-hôtelier. Ouais. Okay. Et c'est imbattable. Hein. 7% dans le centre-ville de Bordeaux, c'est vraiment remarquable. Oui, non, mais 7%, de toute façon, de l'immobilier qui, avant impôt, me rapporte du 7%, même 6% en masse, ou du 7%, sachant que j'ai rien d'autre à faire que d'investir et que j'ai mon revenu trimestriellement, déjà, moi, ça me tranquillise. Qu'ensuite... alors, une question, c'est... vous allez me verser mes 6% bruts ou net de ma flat tax? Non, alors on s'occupe, et c'est vraiment dans une logique de pouvoir simplifier au maximum la vie de l'investisseur. On s'occupe de collecter la flat tax au nom de nos investisseurs et on envoie chaque année un imprimé fiscal unique à nos clients pour qu'ils puissent vérifier que leur déclaration a été bien pré-remplie. Mais là encore, les rendements qui sont versés le sont avant flat tax. Okay. Non, mais les rendements affichés sont bruts. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je me suis un petit peu embrouillé. Un élément qui est important, c'est qu'on a des clients qui sont des personnes physiques et donc qui sont soumis à la flat tax, mais on a également des personnes morales, des sociétés qui investissent et qui mettent notamment, par exemple, de l'excédent de trésorerie dans nos produits financiers. Et donc, pour cette clientèle-là, qui donc n'est pas soumise à la flat tax, mais à l'impôt sur les sociétés, comme n'importe quelle société, on a besoin du coup d'indiquer des rendements qui sont avant impôt, parce que tous nos clients ne sont pas imposés de la même manière. Oui, je reviens là-dessus. On pourrait délayer là-dessus, mais moi, d'avoir un intermédiaire, je suis très paresseux sur les choses que je ne suis pas capable de faire. Là où j'ai envie de progresser et ce qui m'intéresse, je compte pas mon énergie parce que j'ai pas l'impression de bosser. Mais dès qu'il s'agit de faire une paperasse administrative ou un truc d'impôt, franchement ça me gonfle parce que déjà c'est des papiers à faire et en plus c'est pour me dire qu'on va me prendre du pognon. Donc moi de me dire que je peux avoir du 7% sur une activité para-hôtelière dans un secteur comme Bordeaux avec un intermédiaire qui fait à peu près tout, je trouve ça, comme tu dis, imbattable. Par curiosité, tu disais que le marché était très dynamique à Bordeaux. Bon, on peut l'imaginer pour plusieurs raisons. TGV à 2 heures de Paris. Clientèle internationale aussi. Clientèle internationale. Il faut savoir qu'il y a des ferries qui remontent la Gironde et qui viennent avec une clientèle étrangère, notamment américaine, qui fait un tour d'Europe et qui passe ensuite par la Méditerranée et qui vient visiter le Bordelais. Et donc, il y a des ferries de plusieurs étages qui viennent accoster à Bordeaux et qui sont également touristes de la ville. Ok, ils reviennent voir se reloger dans les maisons de leurs ancêtres plutôt anglais. C'est les maisons 17e, 18e. Oui, c'est ça. Et il y a encore quelques châteaux qui ont des noms avec des consonances anglophone dans le Bordelais. Je me disais aussi en termes de business, il y a le plus gros salon j'imagine de vin, je ne sais plus comment il s'appelle, il se tient à Bordeaux. Ouais, l'industrie du vin est l'un des plus gros drivers économiques de la zone, ce qui est assez normal. Oui. Ça représente plusieurs milliards par an. Et donc il y a une très grosse clientèle d'affaires qui est justement liée, clientèle d'affaires et clientèle loisirs, qui est liée à cette industrie. Tu arrives à faire du yield management, c'est-à-dire à tirer un peu tes prix pour la clientèle d'affaires, en te disant c'est généralement pas le cadre qui vient dans ton hôtel ou dans ton para-hôtel qui paye mais sa boîte. Tu peux faire payer un peu plus cher ou pas? Alors, en fait, on va avoir une... Alors, la réponse est oui, mais pas forcément pour la première raison qu'on imagine et qui est un prix différent pour un client loisir ou un client business. C'est qu'en fait, dans notre logique d'adaptation du prix à la demande, on va prendre en compte les grands événements qui ont lieu dans la zone chaque année. Et typiquement, le salon professionnel du vin,
comme le salon de l'auto à Paris par exemple, fait partie des grands événements économiques de la ville, et donc pendant lesquels il y a une très forte demande sur des plateformes de Airbnb et autres, ou sur Booking pour l'hôtellerie plus classique. Et donc tous les hôteliers augmentent les prix pour justement pouvoir s'adapter à la demande qui est plus forte. Et si tu fais du Airbnb, là, tu es bloqué si tu as dépassé tes 120 jours. Exactement. Et qu'on est un peu en train de tanguer, là. C'est le risque d'être sur une péniche, mais ça va, c'est pas désagréable. Donc, question qui vient après, puisque tu peux avoir une clientèle professionnelle et que tu fais du yield management, quid de viser des hôtels pas forcément proches des gares, mais proches des centres de convention, des salons. Par exemple, je me dis un hôtel à la porte de Versailles à Paris où tu as en permanence des foires internationales ou des salons, des conventions, etc. Est-ce que ça pourrait être un projet Wally ou c'est déjà trop cher ? Alors, je pense que de manière générale, Paris va être un marché difficile pour nous parce que le principe qui est de dire qu'on achète des actifs et qu'on les rend accessibles à notre communauté fait qu'on est forcément limité en termes de montant global de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure d'intervenir sur des opérations qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à 1, 2, peut-être 3 millions d'euros d'ici quelques mois. Mais un hôtel Porte de Versailles à Paris se comptera davantage en dizaines de millions d'euros que en centaines de milliers. Et donc, malheureusement, ce sont des marchés qu'on ne pourra pas voir. Ce n'est pas grave, parce que le marché de l'hôtellerie a cette particularité d'être extrêmement riche en termes de marché et de lieux potentiels pour investir. Et donc, on aura le loisir de travailler dans beaucoup de zones extrêmement intéressantes et qui sont des zones éprouvées, des marchés très solides en termes de performance. Oui, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les zones où on n'est pas forcément dans un confort, c'est les zones qui vont être les plus rentables. Et j'imagine que si je vous fais confiance en termes d'intermédiaires, c'est bien pour savoir sourcer, identifier les zones où acheter, etc. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, comment on s'est connus avec Maxime, tu cherchais à lever des fonds pour Wally. Enfin, tu avais bouclé ta levée de fonds, mais on était en discussion. Et je me suis dit, mais je ne sais pas si c'est mon argent qui va être smart money pour ton projet, mais en revanche, moi, je veux devenir ton client et je vais essayer de t'en apporter, en tout cas, donner de l'enthousiasme en créer en te recevant sur le podcast. Ah, je suis ravi. Et non, mais je t'avais dit, par rapport, voilà pourquoi je dis ça, par rapport à pas mal de projets immobiliers, moi, j'ai la chance d'avoir fait une exposition à l'investissement immobilier quand j'étais banquier d'affaires. Toi, tu as fait de l'asset management, donc de la gestion d'actifs, et de l'investment management, de la gestion des investissements. Donc, globalement, tu sais créer de la valeur. Tu n'es pas juste un entrepreneur malin, évidemment, j'en doute pas, mais tu sais opérer. Et c'est ça aussi qui me donne confiance et qui, par rapport à d'autres plateformes, m'a fait dire, OK, j'ai quand même fait un virement de 1 000 € hier en me disant... je me suis même pas dit je vais pas les perdre, je me suis dit j'ai envie d'avoir un vrai exploitant qui sait créer de la valeur et on va voir ce que ça donne sur le moyen terme. Alors à court terme, je sais ce que trimestriellement ça va donner, mais je vois je me sens plus en confiance avec des professionnels qui sont capables comme tu dis, d'aller identifier les zones où c'est pas forcément le plus cher, mais ça peut être vraiment rentable. Il faut savoir que, et c'est important que tu le dises, effectivement, avec mon associé Nathan, et puis on a construit une équipe de près de 10 personnes aujourd'hui de techniciens expérimentés, experts de leurs différents domaines. Et je pense que tu as raison, c'est important de le dire, mais on n'est pas tout seul. On a toute un groupe de partenaires qui sont eux-mêmes des experts et de grands techniciens. Et tu parlais de la projection de la valeur dans le temps. On a fait le choix de faire expertiser tous les 6 mois l'ensemble de notre parc par un expert immobilier international qui va probablement varier en fonction des classes d'actifs, avec pour ambition de pouvoir reporter à nos investisseurs de la valeur de l'actif sur lequel ils ont investi. Tu anticipes ma question d'après qui était comment je peux mesurer ma création de valeur, c'est-à-dire l'écart entre ce que j'ai mis, mes 1 000 €, et ce qu'ils vont valoir d'ici 6 mois, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans.
Donc, tu fais tous les 6 mois ce qu'on appelle de l'appraisal, value appraisal, c'est-à-dire estimation, valorisation des actifs. Expertise. Et j'avais pas le terme. Avec donc un expert indépendant. Ça peut être, il y a des grands noms, CBRE, JLL. Oui, ce sera de ce niveau-là. Il y en a d'autres, j'ai oublié les noms, qui sont spécialisés sur l'hôtellerie, mais qui sont très bons. On en reparlera off, des gens vraiment très bien, et qui sont capables de dire, à telle date, cet hôtel, cette exploitation, ça vaut ça. Et ça, c'est précieux, parce que ça permet de donner un point de repère tous les 6 mois. Exactement. De comment évolue, moi j'ai envie de dire progresse, de comment évolue la valeur de ton hôtel, donc de tes titres. Et donc la question que je me posais, là, si on reprend l'exemple d'Annemasse avec... je sais que de manière stable, j'ai 6% tous les trimestres. Maintenant, à quoi je peux m'attendre en termes de création de valeur d'ici 5 ans ? Alors ça va être extrêmement variable et surtout c'est difficile à anticiper. Et c'est même, je vais aller plus loin, c'est impossible de l'anticiper. Dans le sens où il est impossible aujourd'hui, en tant qu'investisseur professionnel, d'estimer la valeur d'un actif immobilier à 5 ans. C'est une bonne réponse. Parce qu'il y a trop de variables. Oui. Et donc, comme je ne suis pas magicien ni devin, on ne le fait pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue à date nos actifs. Et c'est une promesse qu'on tient et qu'on veut tenir auprès de nos clients, c'est de leur donner l'avis d'un expert immobilier indépendant sur la valeur à date de nos actifs. Et c'est de cette valeur-là que va être tirée la valeur de leur titre financier. En fait, la valeur du titre financier, la valeur de nos obligations dans le portefeuille de nos clients, correspond à la valeur financière de l'actif immobilier qui est ramenée donc à la valeur du titre. Okay. Et ça permet du coup de pouvoir estimer à date, si on devait vendre l'actif, ce qu'on pourrait payer à nos clients en termes de plus-value. Oui, mais ça, c'est ce que j'aime énormément en immobilier, parce qu'à côté de ça, à côté du financement obligataire et de ce qui me passionne avec Wally, moi, je suis passionné par une catégorie d'actifs, c'est les actions de sociétés immobilières, les SIC, parce que justement, elles permettent en permanence de comparer le cours de bourse, donc ton fameux test de marché, toi, que tu vas faire tous les 6 mois, par rapport à ce qu'elles appellent leur valeur actuelle nette, leur valeur d'actifs net, c'est-à-dire valeur de l'hôtel expertisé, moins valeur des dettes, et je sais ce que j'ai dans ma poche. Donc je peux comparer ce que je paye en bourse pour l'avoir par rapport à ce qui est dans ma poche. Et donc là, avec Wally, toi, tu prends la décision de dire, vous avez mis ça c'est votre valeur d'investissement, mais aujourd'hui, si on décidait de vendre, voilà ce que ça rapporterait. Et ça, c'est excellent, parce que ça, de manière transparente, en tout cas moi, ça me rassure beaucoup, ça permet de se dire, ce semestre-là, c'est bien, on a gagné 3%, là, ça n'a pas progressé, là, ça a baissé, mais en tout cas, de savoir où on en est, parce que je reviens sur l'exemple de notre investisseur particulier qui cherche à investir dans l'immobilier résidentiel locatif. Le plus gros des gains que tu fais quand tu t'endettes sur 20 ans pour acheter un studio ou un appartement, c'est pas avec tes loyers, c'est le jour de la revente. Donc tu achètes une espérance de gain à 20 ans en disant je l'ai acheté 100 000, mon 2 pièces à je sais pas où, à Tours, à Lyon, 100 000, un 2 pièces à Lyon, faut y aller, mais et dans 20 ans, ça sera une super poire pour la soif, pour mes enfants, pour transmettre ou pour ma retraite, etc. Mais il faut attendre 20 ans. Il peut se passer énormément de choses en 20 ans. Alors que là, tous les 6 mois, et sans avoir fait l'effort qui consiste à acheter soi-même un bien physique en direct, tu résous un peu cette problématique d'avoir une vision sur ta création de valeur. Ok, donc bon, tu m'as pas donné de chiffres sur ce à quoi je peux m'attendre, c'est très difficile, mais si tu veux prendre une fourchette et sur les deals qu'on a fait, le fait d'avoir mis en place une exploitation professionnelle sur nos deals a fait varier de la valeur de l'immobilier de près de 25% sur certains deals, de 5% à 25%. Ok. J'essaye de me souvenir des notes d'investissement que je faisais pour des investisseurs institutionnels, donc des grandes sociétés d'assurance qui placent pour leurs fonds euros d'assurance vie en immobilier. Et on leur faisait plusieurs scénarios, et je me souviens que le scénario central, finalement, le rendement cash on cash, c'est-à-dire ce que ça me rapporte trimestriellement, comme un titre Wally par rapport à ce que j'ai investi, on était aux alentours, ça variait entre 5,5% et 7%. Donc, dans le cas fourchette basse de Wally à 6%, moi, je me dis, j'investis aussi bien qu'un Allianz, qu'un Predica ou tout autre, ou un Swiss Life.
Ok, je suis aussi fort qu'un investisseur institutionnel, c'est bien. Et dans les scénarios ensuite d'investissement, on calculait aussi le TRI. On pourra en reparler plein de fois, mais globalement, le TRI, c'est le taux actuariel de rendement de tout l'investissement. C'est-à-dire que si vous compilez et les rendements que vous faites réguliers et la plus-value à la revente, c'est ce que vous avez à l'année. C'est-à-dire sur une opération où vous avez eu des loyers plus revendus, le TRI exprime ce que ça vous rapporte par an. Donc, et là, on visait plus des TRI entre 8 et 11% sur 7 ans. Est-ce que là-dessus, toi, tu penses que tu peux faire un peu mieux Vraiment, ça va dépendre des classes d'actifs. Oui, alors, je ne l'ai pas précisé, on n'était pas forcément sur des classes d'actifs d'hôtellerie. Sur de la para-hôtellerie ou du co-living, on va être sur des TRI aux alentours des 8%, un petit peu plus, un petit peu moins en fonction des deals. Là encore, avec toute la mesure et la prudence qu'il faut avoir lorsqu'on parle de TRI, parce que comme tu l'as dit, le TRI en fait va rajouter dans le rendement la notion de prise de valeur. Donc il y a quand même un risque important à parler de prise de valeur future. Donc on va plutôt être sur un 8, aux alentours des 8 sur du para-hôtellerie et co-living. Et sur de l'hôtellerie, par contre, on espère faire des TRI plus proches des 15%. TRI à 15% en étant... en fait, on revient à ce que tu disais au début, mais on est traité comme un investisseur de private equity, c'est-à-dire on est dans un club deal avec des investisseurs qui ont investi au bon moment dans la bonne opportunité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y en avoir souvent sur Wally, mais on a un niveau de rendement immobilier là, je suis très clair qu'on trouve nulle part sur le marché. Alors, on en trouve, mais généralement, pour accéder à ce genre de deal, on l'a dit plusieurs fois, faut avoir du pognon, quoi. Il faut montrer qu'on en a. Parfois être introduit, ça suffit pas juste de sortir son carnet de chèques, il faut aussi connaître telle personne, etc. Parce que on veut être sûr qu'on reste suffisamment longtemps dans le fond, ce qui, on l'a vu tout à l'heure, était un problème qui se résout avec Wally, avec la liquidité des titres. Donc, du 15%, c'est pas mal. Si je le traduis en échelle de temps, si on fait marcher un placement à 8%, il faut 9 ans pour que ça fasse x2. À 15%, c'est beaucoup plus rapide, c'est environ entre 5 ou 6 ans. Tu parlais de co-living, et on peut peut-être parler un peu de ça. Pour moi, c'est quelque chose d'assez brumeux, le co-living, dans le sens où je vois plein de gens qui se lancent dedans, qui montent des co-living. Mon confrère et homologue Mathieu Stéphanie parle du co-living, donc forcément, quand il y a des références dans les informations sur les investissements qui en parlent, je m'y intéresse. J'ai bossé avec une ex-manager qui travaillait chez Clépierre, donc une grosse foncière de centre commercial qui montait des co-living. Donc, de tous les côtés, ça se monte et j'arrive pas, parce que je suis peut-être pas la cible, à me dire, mais il y a une demande, comment ça marche, etc. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le co-living, et déjà, qu'est-ce que c'est pour traduire un peu en français ? Le co-living, en fait, c'est une réponse à une évolution des habitudes de vie de jeunes cadres qui se lancent dans la vie et qui ne veulent plus rester dans le schéma qui est ce schéma classique qu'on a connu nous. On prend un petit studio, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un pour partager sa vie, eh bien on prend un 2 pièces ou on se met en coloc avec un copain. Bon. Ça, c'est effectivement le schéma dans lequel on était. Se sont lancées depuis quelques années des offres qui permettent de réunir dans un appartement, dans une maison, des jeunes actifs qui en ont accès à une communauté de gens qui leur ressemblent et avec lesquels ils peuvent partager sans forcément avoir besoin de réunir les 2-3 copains pour eux-mêmes constituer leur propre co-living, leur propre colocation. C'est un marché qui est en pleine explosion. On estime à peu près chez Wally, sur les 2 prochaines années, un besoin de financement des acteurs du co-living en France de près de 2,5 milliards. 2,5 milliards 2,5 milliards. 2,5 milliards qui correspondent aux ambitions des différents opérateurs sur ce marché, qui sont tout à fait en lien avec l'offre qui existe aujourd'hui.
Et quand tu regardes et c'est pour ça que je parle de jeunes actifs et pas d'étudiants, parce que quand on pense à la colocation, on imagine facilement une volonté d'étudiants de faire partie de ces biens, mais on se rend compte que chez la plupart des opérateurs, des grands opérateurs français, le profil type de la clientèle est vraiment constitué plutôt de jeunes actifs plus que d'étudiants. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un marché important avec une demande qui est là, et se pose toujours la question de l'offre que tu mets en face. Et j'avoue qu'en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai été au départ un petit peu sceptique par le marché du co-living qui promet, d'un point de vue produit, à une clientèle de pouvoir vivre ensemble dans une communauté, et pour l'investisseur de pouvoir maximiser ses revenus en n'ayant non pas un seul locataire sur une maison de 200 mètres carrés, mais une dizaine qui, au total, vont donc payer un petit peu plus que ce qu'on aurait sur un loyer unique. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de se lancer à titre individuel, en indépendant sur ce marché, avec un succès relatif parce qu'en fait, c'est très compliqué d'animer une communauté de locataires. Et parce que ces colocations se sont vite remplies d'étudiants et étaient donc vides 3 mois par an. Et donc les très belles rentabilités qu'on pouvait espérer à l'année étaient non pas réalisées sur 12 mais sur 9 mois, et donc le rendement était finalement le même que celui de la location longue durée unique. Ce qu'on a identifié chez Wally, c'est qu'il y a des opérateurs aujourd'hui, des grands opérateurs en France, et notamment des sociétés françaises, qui ont réussi à voir le co-living comme un service offert à l'utilisateur. Ça leur permet de proposer une gamme de services importante à leurs occupants, créer une vraie identité et une marque très forte, et donc d'avoir des demandes continues de futurs utilisateurs. Et je prends l'exemple de Colonize, qui est donc le leader français, qui est le porte-étendard français du co-living, avec lequel on a des accords de partenariat, et qui communiquent sur leur taux d'occupation qui est à 97%. Ça veut dire que sur les milliers de lots qu'ils exploitent aujourd'hui, ils sont tous quasiment pleins tout le temps. Non mais 97%, t'es plein, quoi. C'est 3% de vacances, c'est de la vacance structurelle. Et c'est axé, du coup, sur des performances qui sont bien supérieures à de la location traditionnelle, parce que, comme je le disais, tu as plus de locataires, tu as une offre qui est un petit peu différenciante, et donc tu peux faire payer des loyers à tes occupants qui sont plus élevés que s'ils louaient un studio de leur côté. Diviser pour mieux gagner, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que c'est plus rentable de louer 200 mètres carrés à 4 personnes différentes que de louer 200 mètres carrés à une même famille. Je faisais un calcul pendant que tu parlais t'expliquais le co-living. J'ai fait un calcul sur les besoins de financement dont tu parlais de 2,5 milliards d'euros. Sur 2 ans. Je me suis dit, à 5 000 euros par mètre carré, ça représente 50 millions de mètres carrés. Et je me suis dit, pour une taille moyenne de co-living de 200 mètres carrés, on va dire, pour un logement, ça veut dire 250 000 logements. Alors, je me dis, si tu mets 4 personnes dans 200 mètres carrés, ça représente une demande potentielle sur le co-living de 1 million de personnes. Je pense que j'y vais un peu trop fort. En fait, je les vois pas, mais ils existent, puisqu'il y a cette demande de financement que Colonize lève des centaines de millions d'euros pour développer son offre, etc. C'est juste que je suis trop vieux, merci. C'est plus de mon âge. Les seuls Colonize ont annoncé un accord de développement avec l'un des plus grands fonds d'investissement au monde qui s'appelle Ares, d'1 milliard d'euros il y a 2 ans. Wow. Faut savoir que le co-living est, comme je te le disais, vraiment en train de se professionnaliser autour d'acteurs qui proposent une marque forte et donc une offre vraiment différenciante. Aujourd'hui, le co-living s'apprécie notamment pour des acteurs comme nous, qui sommes des petits acteurs, sur des biens, des maisons, des grands appartements qu'on va ensuite commercialiser via Colonize. Mais l'un des gros axes de développement est vraiment de pouvoir constituer des blocs et des immeubles entiers. Et d'ailleurs, Colonize annonce régulièrement l'ouverture d'immeubles entiers qui sont loués sur plusieurs centaines de lots en co-living auprès d'investisseurs institutionnels comme les Ares, mais également la Caisse des dépôts, avec lequel ils ont une ambition de créer un portefeuille de plusieurs centaines de millions d'euros.
Ok, faut que j'arrête de me faire des nœuds au cerveau en me disant est-ce qu'il y a une demande? En fait, il y a une demande puisqu'il y a de l'argent qui arrive. Et c'est juste que c'est un truc qui... Je pense qu'il y a un effet de génération aussi. Comme tu l'as dit, c'est quand tu commences, et c'est à une certaine tranche d'âge de ta vie que tu vas vers le co-living. Et moi, ça correspond à une tranche de vie qui était peut-être il y a 10, 12 ou 15 ans, où ça n'existait pas. Ou alors il fallait le monter toi-même, ton co-living, ça s'appelait la colocation avec des copains, ou avec les gens qui sont dans ta vie. Mais c'était pas la même chose, et surtout, c'était pas structuré. Donc, c'est vraiment un nouveau pilier de ce que j'appelle l'hospitality. On a parlé para-hôtellerie, on a parlé hôtellerie, et il y a le co-living qui monte très fort et que vous allez faire chez Wally. Ok, je crois qu'on a bien couvert, les différents marchés que vous adressez. J'ai toujours quelques questions à la fin, un peu pour se rebrancher sur des choses qui sont communes un peu à tous les investisseurs. Toi, je t'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, le plus gros de ton patrimoine, il est en devenir. Il est avec cette ambition et ce projet, cet investissement que tu fais dans Wally. Je dois dire que personnellement, moi, je salue tout à fait ce genre de situation. C'est-à-dire 10 ans d'expérience pro, tout ce que j'ai mis de côté, je fais pas all-in comme au casino sur le noir parce que c'est une façon de voir peut-être un peu trop risquée, mais je considère que j'ai envie de produire, de créer, de construire de la valeur, de créer des emplois, de créer une boîte, et je trouve ça bien. Dans les 10 premières années, quand tu as commencé à investir, toi, ça ressemblait à quoi ton portefeuille ? J'avais principalement de l'immobilier, ouais. parce que c'était le marché que je connaissais le mieux. J'avoue, comme les cordonniers qui sont parfois mal chaussés, ne pas avoir développé énormément d'investissements, notamment financiers, là encore par volonté de capitaliser sur mes compétences. Mais c'est vrai que tu parlais de ce nouveau métier d'entrepreneur. C'est extrêmement nouveau. Avec mon associé, je parle un peu en son nom, on est tous les deux des techniciens de l'investissement immobilier. Et on se découvre manager, on se découvre entrepreneur. Et c'est une aventure qui est absolument formidable et que je souhaite à tout le monde. Et s'ouvrent du coup de nouveaux marchés, et notamment l'accompagnement de jeunes pousses comme on l'est. Okay. Et c'est vrai que je pense que quand j'aurais pu tirer un profit de cette belle aventure qui est Wally, j'espère pouvoir investir à mon tour dans des startups, parce que je trouve que ce sont des cycles de développement qui sont passionnants, portés par des entrepreneurs que je rencontre tous les jours et qui sont tous plus passionnants les uns que les autres, et que j'aimerais bien pouvoir accompagner. On a vu ça récemment dans un épisode avec Alexandre Lin de Tudigo, sur la capacité et la possibilité d'accompagner des jeunes pousses à un stade très, comment dire, pas prématuré, mais assez tôt dans leur capital, au moment où ça démarre et où il faut pousser dans le bon sens. Sur ce montant effectivement faible, et aujourd'hui avec pas mal de communautés d'investisseurs qui se réunissent autour. Tu as mentionné Mathieu Stéphanie, qui a une très belle communauté, mais il y en a d'autres. Reda Beireli autour de clubs. Il y a pas mal de belles aujourd'hui communautés d'investisseurs. Oui, mais ça c'est ce que j'aime beaucoup, ces communautés-là, c'est que elles fédèrent évidemment un intérêt commun, mais du coup elles mutualisent aussi des compétences, et j'espère croire, ne pas trop naïvement, au fait que dans ces cas-là, l'union fait la force, et qu'on est capable de discerner, quand on est 10, 12, 120 investisseurs ou plus, les bons projets, des projets qu'il faut écarter, ou alors qu'il faut recentrer. Parce que au départ, tout le monde pense avoir une bonne ambition, une bonne idée, mais c'est une autre chose que de la confronter au marché. Donc, toi, quand tu as commencé, tu as fait immobilier. Aujourd'hui, ce que tu voudrais faire, ce qui te passionne, c'est accompagnement, accompagnement, capital un peu risque aussi, parce qu'il y a ce côté-là d'entrepreneur, je le salue. Ok. Quand tu disais que tu faisais de l'immobilier avant de faire Wally, c'était quel genre d'immobilier? Résidentiel? Oui, du résidentiel. Là encore, avec cette capacité à pouvoir juger de manière extrêmement objective d'une bonne opération. En tout cas, une analyse très financière des actifs que je visais.
avec tiens, un petit tips, mais que tu partageras. Je veux. C'est que je n'ai jamais acheté un actif immobilier dont le prix de revient était supérieur à sa valeur de marché. L'objectif étant de pouvoir de se dire qu'à partir du moment où on achète un bien, il faut absolument qu'on puisse au moins le vendre à la valeur à la valeur à laquelle on l'a acheté en termes de prix de revient. Il faut au moins pouvoir le faire immédiatement. C'est-à-dire que si je dois le vendre le lendemain du jour où je l'ai acheté, il faut que la valeur de marché couvre le prix d'achat, les frais de notaire, les éventuels frais d'agence et de travaux. Ok, donc ça, il faut savoir le faire. Mais ok, ça c'est une très bonne règle. Je pense que certains la connaissent, mais vous avez le prix de marché, vous l'avez, hein, généralement, le prix au mètre carré d'un quartier dans n'importe quel endroit en France, on l'a. Essayez de se dire ça, parce que si vous le faites, évidemment, vous n'allez pas vendre le lendemain, mais c'est-à-dire qu'en rentabilité locative, le capital, les rendements que vous allez avoir sur votre capital investi, ils vont être bien plus élevés que si vous aviez acheté à la valeur de marché. Ok, très bon type. J'ai encore quelques petites questions. C'est pas un questionnaire à la Prévert, mais il y a toujours des choses qui m'intéressent. Pourquoi, à ton avis, il y a des gens qui se lancent et puis qui n'y arrivent pas en immobilier? C'est quoi pour toi la raison principale pour laquelle finalement tu as beaucoup d'investisseurs qui se disent je suis pas encore dans mes frais, je suis obligé de mettre un peu de ma poche tous les mois pour rembourser mon bien, etc. Ça va te faire rire, c'est le syndrome de la grand-mère. Parle-moi un peu de ta grand-mère. Non, mais c'est une expression que j'utilise souvent. On a tous une vieille tante, une grand-mère ou un vieil oncle qui a acheté à Paris à 4 000 € du mètre et qui a vendu son appartement 3 fois plus cher. Oui. On a tous autour de nous quelqu'un qui a fait une très bonne affaire en immobilier. On a tous des parents boomers. C'est ça. Le problème de l'immobilier, c'est que le fait de faire de bonnes affaires est extrêmement dur à faire régulièrement. Et donc, lorsque quelqu'un investit en immobilier, elle a toujours l'espoir d'avoir cette super opportunité sur laquelle investir avec une très belle création de valeur à moyen terme. Et la réalité, c'est qu'en fait, l'immobilier, c'est très compliqué à faire sur du résidentiel, sur lequel, comme tu disais, il y a un prix de marché. Et donc, quand on achète X, qui est au prix de marché, il ne faut pas s'attendre à avoir X plus 10% ou 20% dans les 2 années qui suivent. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, c'est très compliqué de faire de très bonnes opérations immobilières. Et je pense que l'aspect très déceptif de l'immobilier pour les investisseurs qui découvrent ce secteur, c'est de se lancer sur les opportunités qui, malheureusement, ne vont pas obtenir les rendements qu'ils espéraient, parce que la réalité, c'est que c'est très compliqué. Ok, intéressant. Donc, si on veut le résumer, on pourrait se dire c'est bien de faire, en fait, de faire un coût financier. C'est pas accessible à chaque fois. Faire un coût moyen, ok, c'est déjà bien. Parce que quand on regarde, je pense que tu le sais en tant qu'ancien investisseur immobilier, le plus gros de la création de valeur se fait à mesure que tu vas concentrer un portefeuille de plus en plus dense. C'est-à-dire que si tu fais un portefeuille de 10 ou 15 opérations qui sont moyen bien, ça fait un portefeuille qui est très très bien. Et en revanche, c'est impossible de faire un portefeuille de 15 opérations qui sont toutes des très très bons coups financiers. Sinon, c'est trop risqué et tu vas forcément avoir 1 ou 2 tocards dans le coup. Ok. Allez, on finit. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est comme moi, qui s'est inscrit sur Wally, d'ailleurs en un quart d'heure, hein, assez rapidement. Je trouve que l'interface, là, pour le coup, j'en teste pas mal les interfaces en ce moment. Rapide. Hein. Moi, j'ai toujours mon jugement, mon critère de jugement, c'est sur la durée de validation de la pièce d'identité. C'est ok, c'est bon. Ça a été un sujet et qu'on a résolu, donc on est content d'avoir trouvé le... Non, mais pour le coup, le fait ensuite de déposer 1 000 €, etc., rapide, donc là aussi, vous vous en rendrez compte en vous rendant sur Wally, donc W-A-2-L-Y, vous trouverez assez facilement l'onboarding, c'est-à-dire que la prise en main de la plateforme est très simple. Maintenant que je suis dessus, c'est pas forcément à moi, mais à toute personne qui est enthousiaste, quel conseil tu donnerais pour se lancer, pour choisir ses projets, pour se lancer dans cette aventure d'investissement un peu hôtelier? Je pense que de manière générale, diversifier. C'est le conseil que je donnerais. On a aujourd'hui la possibilité sur Wally de pouvoir investir à partir de 100 € sur autant d'opérations qu'on veut. Et le meilleur conseil que je donnerais, c'est de ne pas mettre tous ses œufs sur une opération.
pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet malgré tout de diluer, ce qu'on appelle diluer son risque, donc répartir sur plusieurs opportunités. Et puis parce que ça permet aussi de potentiellement découvrir de nouvelles opérations. Tu as parlé d'Admas et ton intérêt pour cette zone. On pourra parler de plein d'autres marchés hyper intéressants et plein de super classes d'actifs. Et je pense que cette curiosité de pouvoir découvrir des marchés qui sont finalement rarement accessibles à tous est offerte par notre offre. Donc surtout, n'investis pas tes 1 000 € tout de suite. Ou pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup. La diversification, on y revient toujours. Merci Maxime Parpex, l'homme qui vous permet de devenir un investisseur dans l'hôtellerie, même si vous n'êtes pas une grande fortune ou même si vous n'êtes pas millionnaire. Mais en tout cas, lui, il vous permet de vous mettre sur la route, sur ma route, de 0 à 1 million. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui sur cette super péniche. Et puis à très bientôt. Et j'espère qu'on va avoir pas mal d'auditeurs enthousiastes qui vont rejoindre la communauté heureuse dont je fais partie, des investisseurs Wally dans l'hôtellerie, para-hôtellerie et le co-living. À bientôt Maxime. Merci à toi.